Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Œuvrer sa vie, un bien vaste programme. Et pour en discuter, aujourd'hui, je suis en compagnie de Magali Roussille, de Marie-Émilie et de notre homme de cérémonie William, qui d'ailleurs va nous parler un petit peu de ce qu'est, selon ce qu'il a lu, œuvrer sa vie. Alors, c'est la 4e de couverture d'un livre de Bernard Lubat. Dans le livre en question, c'est le Manifeste des ouvriers, paru chez Actes Sud. Et donc, qu'est-ce qu'on peut y lire derrière ? Le désir de retour à l'œuvre sonne à toutes les portes de la vie de l'humain qu'on soigne, qu'on éduque, à qui on rend justice, qui s'informe, qui se cultive, qui joue, qui s'associe, qui se bat, fort de la solidarité et qui s'offre à qui sait la chercher. Ce manifeste revendique la place de l'homme au centre des activités de production et de création pour lutter contre la normalisation technocrate et financière. Œuvrier. Il y a dans ce mot énigmatique, aux multiples sens, une intuition, l'intuition d'une urgence et de la nécessité de révolutionner la relation au travail et à la vie. Il faut en finir avec le travail en miettes, qui transforme chacun de nos métiers en chaîne de production standardisée, fabriquant des objets et des services sans saveur ni originalité, et un monde glacial et désenchanté. L'œuvre n'est pas incompatible avec le travail bien fait dans l'amitié et le goût. On peut gagner sa vie, mais aussi la partager avec les autres en produisant des objets et des services de qualité. Il faut pour cela restituer aux conditions sociales des métiers leur dimension artisanale et artistique, faire œuvre. C'est une urgence démocratique autant que subjective. Ce sont des ouvriers qui vous le disent, artistes, journalistes et chercheurs. Œuvriers, manifestez-vous. Alors je dirais, soyons artistes de nos propres vies. Et pour en parler, donc, comme je le disais tout à l'heure, Magali, Marie-Émilie et toi, William, œuvrer sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment est-ce que vous essayez ou arrivez à l'introduire dans votre vie ? Magali ? Moi, ça commence dès le matin, en fait. Qu'est-ce qu'on va créer dans la journée comme... Alors créer, des fois, c'est un bien grand mot. On se dit, oui, moi, je suis pas créateur. Je dis pas de... Les gens qui mettent la créativité en dehors d'eux-mêmes ou qui la projettent sur des artistes, en fait, qui seraient les créateurs. Et nous, on serait pas créateurs si on n'est pas artiste. En fait, on est toujours en train de créer quelque chose. Et donc, d'œuvrer. On crée en faisant de chez nous un intérieur agréable. On crée en faisant de la cuisine. On crée en parlant. Quel mot on dit, et tout ça, ça fait une œuvre en fait. Et moi, mon but, c'est de trouver une harmonie en fait dans tout ce que je fais, donc dans toutes les œuvres de ma vie, à chaque instant de la journée. Alors c'est un but, j'y arrive pas tout le temps, mais voilà. Donc œuvrer, c'est c'est aussi mettre du sens dans ce qu'on fait. Voilà, en gros. Et toi, Marie-Émilie, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Déjà, le mot est beau. Œuvrer, ça met plein de sens dans la vie, dans le travail. Et il y a une espèce de notion de conscience. Une conscience manifeste à mettre maintenant pour la beauté du geste. Un geste répétitif, mécanique, pour moi, n'est pas œuvrer. C'est l'intention qu'il y a qu'on met dans ce geste-là qui est œuvrer. La démarche derrière, William. Ça rejoint un peu, je m'étais posé la question ce matin, ce que vient de dire un peu Marie-Émilie. Je me disais, tiens, comment résumer ça ? C'est mettre du cœur à l'œuvrage ou à l'ouvrage ou au travail, mais c'est y mettre du cœur et du coup, j'ai pris conscience un peu aussi. Je me suis dit, tiens, mais il y a aussi le contexte autour. On n'a pas toujours un contexte facile qui nous permette de pouvoir y mettre ce cœur à l'ouvrage. Et suivant le travail qu'on fait, suivant la position qu'on a aussi dans la société, dans tous les rouages de fabrication, d'éducation, de soins, enfin, c'est une question qui est assez facile pour moi à me poser, j'en conviens, en étant animateur dans une radio associative. Je peux mettre beaucoup de cœur à l'œuvrage, mais je me suis dit, mais comment répondrait à cette question à quelqu'un qui se retrouve à l'usine ? Et voilà, du coup, je suis resté comme ça avec ce point d'interrogation dans ma tête perpétuelle. Je me dis, là, il y a peut-être... Ça m'a ouvert une autre possibilité. Je me dis, mais tiens, si on changeait du coup le système de construction, de constitution de la direction d'une entreprise, permettrait de pouvoir peut-être de se mettre tous à œuvrer. C'est-à-dire d'enlever ce rapport un peu de domination qu'il peut y avoir. Enfin, je me suis vous avez vu tout un tas de questions comme ça. Mais sinon, pour revenir à l'essentiel, c'est mettre du cœur à l'œuvrage.
Alors, œuvrer sa vie clôt le triptyque sur le travail, donc qui fait suite au bonheur au travail, gagner sa vie. Et là, donc, œuvrions, œuvrer. Et c'est vrai, comme vous le dites et soulevez tous les trois, on est sur ces paradoxes entre, comme tu le dis, William, le rapport entre l'activité que tu as aujourd'hui et une autre personne qui aurait une activité beaucoup plus difficile. Donc, un regard au mot œuvrer beaucoup plus complexe. J'ai devant les yeux, dans ce studio, une très belle affiche qui met autour d'une même table 3 hommes qui, initialement, n'auraient peut-être pas eu besoin de se mettre derrière un micro, qui sont Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Brassens. Cette photo qui est très connue. Et ces hommes qui ont œuvré sur des débats, sur des réflexions communes. Ce n'était pas forcément un travail d'œuvre professionnelle, entre guillemets, mais ils œuvraient dans leurs réflexions aussi. Et c'est important de pouvoir se dire que quelle que soit notre activité professionnelle, ou que l'on n'en ait pas, il y a ça aussi, c'est pouvoir se dire, penser, réfléchir que œuvrer n'est pas forcément une conception. Elle peut être dans la création, dans la projection, dans l'intention, comme tu le disais aussi, Marie-Émilie. Nous œuvrons tous à un moment donné de notre vie, quand nous devenons parents, nous œuvrons. L'éducation est aussi une œuvre. Chacun fait comme il peut, avec les moyens, avec les connaissances et les compétences qu'il peut avoir. Et œuvrer sa vie est un panel tellement vaste. Et c'est vrai qu'en une seule émission, bien sûr, on ne pourra pas explorer tout le champ des possibles, encore une fois, philosophiques et de réflexion, parce que ici, c'est pas du tout l'objectif de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est plutôt de vous apporter nos regards, nos positions, nous envoler parfois lyriques, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, on va revenir à l'œuvre. Et l'œuvre de sa vie, c'est comme tu le disais, Magali, ça peut commencer déjà par un tout petit objectif au quotidien, même à l'heure. Quand tu parlais, William, là, de quand tu es dans un milieu qui semble pas permettre d'œuvrer comme une usine, dans mon parcours un peu chaotique de ces dernières années, je me suis retrouvée à faire des petits boulots très alimentaires. Je me suis retrouvée caissière, je me suis retrouvée femme de ménage, je me suis retrouvée serveuse. Eh bien, c'était très intéressant à vivre, où justement je me disais mais quelle dimension je peux mettre en plus de faire purement un service de caissière, par exemple. C'est très con. Enfin, c'est très con. C'est pas si con que ça, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même pas se tromper. Il faut bravo à toutes les caissières, ouais. D'ailleurs. Oui. Bravo. C'est quand même un truc hyper concentré, pas se tromper. Voilà. Et c'est de l'accueil. C'est une rigueur. Et en fait, j'ai pas fait ça très longtemps, mais une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, je me dis mais maintenant qu'est-ce que je peux faire en plus? En fait, c'était créer justement une atmosphère autour de cette caisse. Pour que les gens se sentent bien, pour que les gens repartent avec un sourire, pour que les gens en colère, comment faire pour... Voilà, ça c'est vrai aussi. Voilà. Et quand je faisais le ménage chez les gens, j'avais l'impression de transformer l'énergie de la maison. C'était l'œuvre pour laquelle j'étais payée là, sur le moment. C'était d'être dans le soin de la maison et de créer une atmosphère agréable pour les occupants. Donc en fait, on peut toujours mettre de la création et donc œuvrer dans n'importe quelle tâche qu'on fait. Voilà. Mais ça dépend effectivement, quelle est l'intention et quelle conscience, tu parlais de conscience, en fait, quelle conscience on met dans chaque acte. Et si on met de la conscience dans chaque acte, même si l'acte est anodin, ou semble anodin, parce que rien n'est anodin, en fait, on crée une œuvre. Et souvent de anodin, c'est pour ça que je rebondis. Je rebondis tout le temps avec vous. Oui, c'est vrai. Je n'arrête pas. Comme la balle de Jirka. Comme la balle de Jirka, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais perdre le fil, donc je te laisse la parole, Marie-Émilie. J'ai trop rebondi. Donc je rebondis, je prends la balle au bon. Prends la balle au bon. Magali, c'est extrêmement juste, ça fait écho à ce que j'ai vécu. On peut parler que de ce qu'on a vécu, de notre propre expérience. Je parlais de mon expérience dans la vente, c'est ce que je sais faire par cœur. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on est un peu attentif à nous-mêmes et à l'autre, on n'a pas envie que de vendre des trucs. Voilà, c'est mettre une dimension spéciale, lui accorder ce temps-là à la personne, même si c'est quelques secondes. Identifier l'autre dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'on est aussi, tout ce qu'on a à donner et à recevoir. Et ce petit élément aussi, c'est œuvrer également. Absolument.
Donc il y a pas de... C'est une amie qui m'avait dit, mais tu ne fais pas que vendre. Regarde-toi comme tu es avec les gens. Tu les apprécies et c'est tout un chacun qui le fait à sa mesure. Très souvent, on va dans un commerce, surtout comme dans ceux dans lesquels tu as travaillé, on va souvent dans un commerce par rapport aux vendeurs. C'est pas bon, bien sûr, il y a les articles, mais il y a aussi le capital sympathie. Moi, je me rappelle d'un serveur d'une brasserie cadurcienne qui avait sa clientèle. Les gens ne venaient que pour lui. La brasserie, c'était une brasserie parmi tant d'autres, mais les gens ne venaient vraiment que pour lui parce qu'il dégageait, il émanait de lui. Pourtant, il avait des horaires, on va dire, infernaux, mais il émanait d'une telle bienveillance, une telle gentillesse et un tel amour pour son prochain que même si son travail était de l'ordre d'extrêmement fatigant et contraignant, il avait réussi, au cours de toute sa carrière professionnelle, à véhiculer ça. Véhiculer un tel amour, et il passait outre son métier qui, par moments, ne lui plaisait peut-être moins ou autre, et il arrivait vraiment à dépasser. Et là, pour le coup, il levrait sa vie. Dans ce qui vient d'être dit, j'entends quand même une chose. C'est, on parle de mettre un peu de l'amour, on parle de relations humaines, de la relation à l'autre. Est-ce que ce serait pas tout simplement mettre un peu d'empathie aussi dans sa sphère et même jusque dans sa sphère de travail, ne pas réserver ça qu'à sa sphère associative, à sa sphère privée, mais aussi se dire c'est possible d'avoir des relations de ce type au travail sans tomber non plus dans le fraternalisme aigu, hein, mais d'avoir d'avoir des relations qui soient empathiques. Oui, parce qu'en plus, comme tu soulèves le mot fraternalisme, souvent dans une condition professionnelle, c'est pas toujours conseillé, parce que ça inclut un surinvestissement émotionnel dans les relations, et potentiellement, quand il y a quelque chose qui cloche un petit peu, pour le coup, ça peut générer des dysfonctionnements assez importants sur la cote professionnelle. Et là, on est vraiment sur de quelle manière, finalement, on va souhaiter œuvrer sa journée, son quotidien, sa semaine, son mois, son année. Mais peut-être que l'idée, c'est commencer par le tout petit. La première étape, c'est comment est-ce que j'envisage déjà de pouvoir œuvrer quelque chose, sans forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure en parlant des différentes activités professionnelles, peut-être ne pas se dire, l'activité est difficile, elle est peut-être même physiquement contraignante. Il y a peut-être des horaires extrêmement compliqués, un contexte professionnel difficile. Et c'est pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je peux y mettre là pour que ça soit plus solaire pour moi ? Pour moi déjà individuellement, pour que ça puisse rayonner pour ceux qui m'entourent aussi. Bonne question. Déjà, dans ça, je vais m'en référer un peu à ce que disait Bernard Lubat là, dans ce manifeste des œuvriers. Entre le mot œuvrier et ouvrier, c'est déjà deux mots qui se ressemblent énormément. Alors, on commençait peut-être à en finir aussi un peu avec ces deux notions-là, qu'on ne pas avoir peur de ce mot-là, œuvrier. Il est souvent essentiellement relégué au domaine de la culture, au domaine de la création artistique, mais non, vraiment pas forcément du tout, en fait. C'est ça aussi peut-être qu'il faut se mettre un peu comme réflexion en tête. Oui. Voilà, l'ouvrier, certes, il agit sous ordre d'eux aussi, on dit généralement, mais on a quand même un peu cet acte créatif, malgré tout. Si on va vers le domaine spirituel sans trop partir dans les strates, tu peux. Créer, en fait, pour créer dans la matière, il faut déjà créer par la pensée, par l'imagination. Donc, ça commence dans ses différents corps et dans l'éther, en fait. On commence à créer dans l'éther et après, une fois que la création est imprégnée d'éther, on va pouvoir la mettre dans la matière. Donc c'est quand on veut créer, on le fait de manière inconsciente, plus ou moins. Quand on veut un enfant, par exemple, on le crée déjà l'enfant dans sa tête et après il arrive dans la matière. Mais en fait, on fait ça tout le temps. Quand on conscientise que la création passe par l'élaboration mentale, émotionnelle, imaginative et tout ça, et bien après on fait attention à ce qu'on crée déjà dans sa tête. Si c'est vraiment dans la tête, on va dire dans sa tête. On fait attention à ce qu'on crée par ses pensées pour qu'après l'œuvre soit comme on l'a imaginé. Si on passe son temps, par exemple, si on fait un métier qu'on n'aime pas et qu'on passe son temps à râler sur les conditions,
ce que je comprends, hein, j'ai déjà fait ça. Hein, c'est pas, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Mais on va pas créer les conditions pour améliorer notre œuvre. C'est-à-dire que là, on va dénigrer ce qu'on est en train de créer, ce qu'on a créé, ou on s'est trompé. Bon, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est commencer par créer des pensées en adéquation avec ce qu'on veut mettre à l'œuvre, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ce que tu pointes du doigt dans la pensée, c'est très important. Ça commence déjà, comme tu l'as soulevé, dans l'éther ou dans le non palpable, ou pour ceux qui vont être beaucoup plus pragmatiques, ça commence dans la pensée, dans la réflexion. On va l'appeler comme on veut finalement, quelle que soit notre démarche, qu'elle soit spirituelle ou pratico-pratique. L'idée, c'est pas de dire nous pensons mieux que vous. Hein. C'est vraiment pas ça, je me répète volontairement. Et dans cette idée suggérée, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer? Parce que très, très souvent, on va pouvoir se retrouver face à quelque chose que l'on ne souhaite pas. Et c'est souvent une œuvre que la vie nous met en avant, nous met dans les mains, dans les pattes, devant les yeux, et une œuvre qui n'est pas forcément dans notre conception. Et si on commençait déjà par définir notre conception de ce que nous souhaitons, l'œuvre ne commence-t-elle pas par ce que nous souhaitons au fond de nous, même si ça nous paraît impossible, improbable, abstrait, hors de notre culture, hors de notre perception, hors de notre milieu social. Déjà, si on commençait par rêver ce que nous souhaitons, pour commencer à se dire, et si j'essayais de le définir en tant qu'œuvre dans la matière? Indéniablement. Je rebondis toujours, hein, on rebondit toujours avec ce qu'a dit William tout à l'heure, c'est comment un ouvrier qui est dans cette situation-là alimentaire, comment il peut œuvrer à un moment? Indubitablement, il va perdre les moyens de se dire, mais ce n'est qu'un travail alimentaire, pardon, hein, mais j'en chie, j'ai des résultats à avoir, j'ai un patron qui est atroce, comment il fait? C'est là où c'est justement où le questionnement se positionne. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à être encore dans cette démarche-là, alors que l'infrastructure dans laquelle on évolue, et encore une fois, là, on a vraiment fait l'analogie entre œuvrer et le travail. Alors, moi, il y a une idée comme ça là qui me vient en discutant. Alors, en exemple un peu, pour essayer de raccorder nos imaginaires avec ce que je vais dire, il y a un peu l'image des syndicats, c'est le côté de la chaleur humaine. C'est-à-dire, alors, on se retrouve dans une usine, on est en train de fabriquer quelque chose, une pièce que pas très drôle à faire. Mais si on fait ça suivant l'énergie qu'on va mettre à ce moment-là, qu'on va émettre, si on est dans une énergie positive, une énergie d'humour ou une énergie bienveillante envers l'autre, si on crée comme ça ce microcosme bienveillant déjà au sein même de l'équipe, je pense qu'on peut traverser des tâches qui soient rébarbatives au possible, mais on peut quand même y arriver, quoi, en fait. Le tout n'étant pas de partir dans les pièges de la concurrence, par exemple, de celui qui en a fait le plus que l'un ou l'autre, par exemple. Des choses comme ça, parce qu'on a tous des jours de fatigue et de force. Mais de créer ce climat-là bienveillant, en fait. Oui, le problème actuellement, effectivement, tu parles d'ouvriers qui ont peut-être du mal à mettre en place cet esprit créatif et d'œuvrier, parce qu'effectivement, le monde du travail tel qu'il est organisé par des sphères lointaines, et quand même cherche justement à couper tout ce modèle créatif, bienveillant, solidaire, pour justement créer quelque chose de très froid, l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au bouquin. Et actuellement, justement, je travaille avec des syndicats pour faire des expertises dans le monde du travail. Et dernièrement, on était sur un groupe de personnes que je ne connaissais pas, et qui font un travail extraordinaire, méticuleux, avec passion. Et ils sont pas du tout reconnus pour ça. Et à force de ne pas être reconnus, ils oublient, ils se rendent même plus compte du magnifique métier qu'ils font, en fait. Et du coup, l'expertise aura au moins permis, enfin moi je leur ai dit, je savais pas ce que vous faisiez, et en fait c'est incroyable. Donc leur redonner vraiment le sens de pourquoi ils font ça, en fait. Ou une fois, une autre personne c'était un médecin, qui était venu me voir. Et elle était emmerdée parce que ses patrons, ils disaient, mais il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. C'était quelqu'un d'assez sensible, même très sensible. Je lui disais, mais en fait, pourquoi t'as fait médecine?
t'as fait médecine pour ton chef qui te dit ce qu'il faut faire, ou est-ce que t'as fait médecine pour les patients que tu soignes? Et le retour des patients, c'est quoi? Avec les patients, ça se passe super bien. Et je fais, c'est tout, quoi, en fait. C'est juste eux que tu dois écouter, et pas... Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais faut garder... Comment dire, même si dans la matière ce n'est pas facile, il faut que dans l'esprit on continue d'alimenter ce pourquoi on fait les choses, quel est le sens qu'on leur donne et vers qu'est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on crée et pour qui. Et ça, c'est au quotidien. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ce que tu dis est très important, c'est garder à l'esprit ce pourquoi on fait telle ou telle chose. Le sens. Ouais. Et c'est ce fameux sens qui, pour beaucoup, est du non-sens parce que dans beaucoup de professions, il y a beaucoup d'employés, d'ouvriers, de salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, qui ne savent plus vraiment ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font. Ils vont remplir des cases, ils vont suivre des protocoles, ils vont suivre des schémas, ils vont remplir des fichiers, ils vont remplir des chiffres, mais sans vraiment avoir la réalité de pourquoi est-ce que je fais ça. Et si œuvrer dans sa vie, œuvrer pour sa vie, commencer déjà à trouver ce sens et se mettre en adéquation avec ce sens. Parce que tout bascule à partir du moment où on effectue une tâche qui n'a aucun sens. Ça devient mécanique, ok, notre corps sait le faire, peut-être même notre cerveau va facilement l'intégrer comme routine, mais à force que ce soit trop mécanique, à un moment donné, ça lâche. Dans les choses pour ce climat-là dont je parlais tout à l'heure, ce climat du travail qu'on peut créer, on peut aussi pousser peut-être un peu cette réflexion un peu plus loin, c'est-à-dire permettre aux employés de toute chaîne de fabrication de reprendre un peu en main leur destin, en fait. Il y a ça qui est derrière un peu cette réflexion-là, et de reprendre en main le destin de leur entreprise, leur avenir professionnel, et que ce soit dans des champs écologiques, dans le champ social, dans le champ spirituel, dans le champ économique, mais qu'il soit pouvoir de prise de décision, lui permet peut-être de conscientiser un peu plus l'importance de son acte. Mais le mot écologie en soi va tout résumer, c'est l'étude de l'environnement dans lequel on évolue, qu'elle soit professionnelle, familiale, des environnements, voilà, c'est ça, c'est nos écologies. D'ailleurs, dans les différentes thérapies alternatives, aujourd'hui, on va parler d'écologie interne. De quelle manière on va s'occuper de cet environnement qui est notre habitat premier, qui est notre corps. Et ça commence aussi là. Moi, j'aurais envie de dire, soyons les œuvriers de nos vies, en priorité, et pas forcément d'un système. Parce que c'est ce système qui nous déstabilise et qui nous perd. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes une population, nous sommes une société fédérée, dans tous les sens, qu'elle soit professionnelle ou politique. Tout est sur une base de fédération. C'est comme ça que fonctionne notre société, mais ça n'empêche pas nos qualités individuelles et de pouvoir se dire, que chacun puisse se dire, j'ai des qualités, j'ai une perception de ce qui est du sens pour moi, de ce qui est du beau pour moi et vers où j'ai envie de le porter. Ça ne veut pas dire que on doit arrêter l'activité professionnelle qui ne convient plus, parce que d'un autre côté, cette activité professionnelle, elle permet aussi une certaine sécurité, même si elle est de plus en plus précaire pour bon nombre de foyers. Ça va permettre une stabilité. Mais à côté, on a aussi ce champ des possibles, et c'est encore notre liberté individuelle, c'est notre capacité de penser. Il y en a qui en ont fait des chansons. Florence, qui nous écoute. Florence, si tu nous... En fait, tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Florent Pagny, du loin de ta Patagonie, tu es le you're welcome. D'ailleurs, tant qu'on y est à œuvrer notre vie, Édouard Baird, tu passes en avril, si tu nous écoutes, you're welcome. Oui, you are very welcome. You are very welcome. On te laisse le micro. Précédemment, j'ai fait un appel à Hugh Jackman, il n'a pas répondu. Mais Édouard, si tu nous entends, si tu branches tes antennes vibratoires, énergético, de radio libre que tu connais si bien, you are very welcome. Antenne Doc et ta radio, si tu le souhaites. J'œuvre. Voilà, nous œuvrons aussi dans ces démarches-là. Et œuvrer, c'est aussi avec le sourire, c'est aussi avec la bonne humeur. Et c'est garder à l'esprit quelque chose qui ne nous rend pas de bonne humeur. C'est pouvoir se dire, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que ça ne m'apporte pas de la joie ?
Dans mes emplois précédents, je te rejoins aussi là-dessus, Magali. J'ai fait quasiment tout ce que tu as fait aussi. Et il y a des jours où c'est vraiment pas facile. Et on se dit, mais je subis. Mais pourquoi ? J'avais pas forcément envie de subir. Mais il y a des moments où on n'a pas le moyen de se sortir de là, de prendre ce petit recul, alors que c'est facile finalement. Oui, et qu'on se sent pas. Et on se sent pas capable de le faire sur le moment. On est tellement pris dans cette tempête-là. Il faudrait juste avoir cette espèce de petit éclat, petit minuscule, juste une paillette. Ça s'apprend. Psychologique, et de se dire, tiens, je la prends. Et comment le tableau, l'œuvre n'est pas obligée d'être toute noire. J'ai des couleurs. Oui. Alors, quelle couleur, même si c'est une touche infime, quelle couleur je peux mettre ? Est-ce que je peux la mettre ? Mais bien sûr. Il y en a plein qui me disent, mais quand même, comment ? Mais je peux pas, je suis fatiguée, regarde ce qu'ils me font, si ça. Mais tu peux quand même, prends ce petit truc de recul, prends la paillette, prends la couleur. C'est ça, il faut avoir cette capacité de recul, mais qui, quand on l'a pas, ou quand on n'a pas appris à la voir, ça s'apprend en fait, au quotidien. Moi, j'ai traversé des périodes où même dans un travail que j'adorais, il fallait tout le temps que je revienne à moi, sinon je me laissais bouffer par l'extérieur, par les demandes extérieures. Et donc ça demande un effort. C'est ça, de s'extraire. Et en plus c'est magique. Hein. Je l'ai vécu plein de fois quand j'étais médecin, où par exemple j'avais une tournée de visite impossible. Sur le papier c'était impossible. Ou une salle d'attente bondée, tout le monde énervé, et moi dans un état pas possible. Et en fait si j'arrivais à faire ce truc là, ce switch, de lâcher sur le résultat, sur comment ça va se passer, toutes ces pensées que tu te crées, tu vas te dire mais ça va être l'enfer, mais je suis là, c'est l'enfer. Si tu lâches ça, mais je l'ai fait plusieurs fois, c'est magique. Parce que là, tout s'harmonise. Un truc de fou, hein. Ouais, mais il y a des ça demande, le plus difficile, c'est de switcher sa conscience, en fait, de se détacher de son petit moi, là, qui panique, qui vit l'enfer, hein, parce que c'est l'enfer pour le petit moi. C'est se détacher comme ça, se regarder, voir qu'en fait, c'est pas grave. Il y a vraiment rien de absolument grave. Il y a des trucs graves, hein, mais la plupart du temps, c'est pas très grave. Et c'est de cette capacité de se détacher, de se décoller. Là. Et là, en s'entraînant, mais au bout d'un moment, on y arrive. Quand on sent que ça se crispe à l'intérieur, hop, on fait ce travail de détente à l'intérieur par la respiration, par aller faire un tour pâté de maison. Quand c'est possible, bien sûr. Mais déjà, la respiration, c'est possible. Mais même dans des endroits clos où tu peux pas aller pisser, par exemple. Normalement, on a le droit. Il y a des infrastructures, voilà, pour lesquelles c'est difficile. C'est difficile pour les caissières, oui, par exemple. Mais bon. Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de trouver cet espace intérieur, en fait, de se libérer soi-même de toutes ces injonctions extérieures et intérieures, de lâcher prise, ce qu'on appelle lâcher prise. Et quand on y arrive, on dénoue toute situation. Mais je le dis parce que je l'ai vécu et je le vis, mais tellement de fois, et même dans des situations où tout paraît impossible. Et quel que soit le secteur d'activité. Professionnel, quel que soit notre vie perso aussi. Oui, quel que soit notre adaptable dans notre niveau intellectuel, culturel, ça n'a aucun rapport avec son conditionnement. En fait. Le conditionnement, il est mental. Mais si on arrive à s'extraire de ça, en fait, on se sort de toute situation. Par contre, des fois, il y a besoin que tout parte en cacahuète pour qu'on puisse avoir envie de s'extraire d'une situation qui est, qu'elle soit professionnelle, sociale, privée, etc. Autre, parce que maintenant, il faut toujours ajouter autre. Des fois, il y a besoin de ce chaos aussi, que ça parte en cacahuète, qu'on vrille complètement, qu'à l'intérieur, ça soit en vrac, etc., pour pouvoir ressentir ce que tu disais là, ce petit switch là. Alors bien sûr, il y en a pour qui ça va être plus facile, il y en a pour qui ça va être plus compliqué. Et si œuvrer sa vie, ça commençait aussi par ça. C'est déjà prendre la décision d'essayer, que ça soit compliqué ou pas. Tout simplement, je décide de mettre en place ça pour mettre une petite touche de couleur, pour rejoindre ce que tu disais, Marie-Émilie. Un petit coup de rose, un petit coup de bleu, un petit coup de vert. Et un petit coup de rouge,
On est dans l'autre. Hein. Et Marie-Émilie, C'était avant facile. l'antenne, tu parlais d'alchimie. Et ben c'est ça, en fait, l'alchimie, en fait, c'est de transmuter Transmuter. le plomb en or. Et dans des situations plombantes, on peut les transmuter consciemment ou des fois inconsciemment, parce qu'on sait pas, on va arriver jusqu'au chaos. Je l'ai vécu aussi, hein, c'est-à-dire qu'on T'as tout vécu, en fait. Je sais T'as eu pas. combien de vies, Magali? Je sais pas. Mais j'ai eu 10 ans un peu, comment dire, c'était intense, c'était bien, hein. Des fois c'était chiant, mais. C'est les périodes de chaos, c'est les périodes où ça part en cacahuète. Voilà. Et des fois, oui, parce que on apprend, comment dire, on évolue avec, c'est quoi cette phrase magnifique, je me rappelle jamais. On apprend par la sagesse ou, si on n'est pas sage, en fait, on va apprendre par la souffrance. Donc des fois, quand on n'a pas eu la sagesse, et c'est encore aucun jugement, parce que moi, j'ai pas toujours été sage. Adepte du masochisme. Écoutez, Quand on n'a pas eu la sagesse, eh bien, on va traverser la souffrance. Alors, la souffrance, je la souhaite à personne, mais ça fait partie d'un système évolutif aussi. Si on n'a pas compris, on va arriver jusqu'au bout du bout, jusqu'à la crise, jusqu'au chaos. Notre société est quand même en train de le vivre. On est en train de le vivre collectivement. Mais il y en a qui s'y complaisent dans le chaos. Mais il y en a qui s'y complètent. Et voilà, on va pouvoir lâcher prise parce qu'effectivement, dans des moments où on sait plus, mais là c'est tellement l'enfer qu'on sait plus, donc on lâche d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que On peut transmuter. on peut transmuter. Le grand œuvre. Voilà, Transmuter, œuvrer, on est là. Oui, alchimiser. on est là. Alchimiser. Donc on est parti de quelque chose de pratico-pratique à complètement barré, mais ça vous avez l'habitude. Hein. Maintenant, Fenêtre sur Soi, c'est un petit peu tout et tout. Les appels aussi, si vous avez quelque chose à vendre. Hein, j'ai fait un appel personnel tout à l'heure à Édouard Baird. Hein, profitez-en les filles. Lève-toi, William. Éventuellement 2-3 balles en caoutchouc pour Jerka, Voilà. qui font pas pouette. Oui, comme ça, elle peut jouer pendant qu'on fait de la radio. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, comme à chaque fois, mais le temps file et défile. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait chacun apposer autour de cette œuvre? On va commencer, tiens, par Marie-Émilie, Comme par hasard. au hasard. J'ai pas compris. T'as pas compris la question? J'ai pas compris la question. Avez-vous quelque chose à rajouter en Mélie? Avez-vous une Alors, conclusion, c'est- mademoiselle? Alors voilà, la conclusion, parce que quelque chose à rajouter, oui. Dans ces cas-là, il faudra que vous soyez bien installé avec un bon café à la main. Ou un thé? Ou un thé, ce que vous voulez, comme Ou une breuvage, tisane, ou un jus manifestement. d'orange, une jus de pomme, un verre de vin, un verre de champagne. Rooibos. Rooibos vanille, c'est bon ça. Oui. Et ben voilà, c'est ça, on continue à œuvrer, œuvrons avec humour. Humour avec décalage, en étant calé aussi. Et vivons. Hein. C'est beau ça. Mhm. Humour avec décalage en étant calé aussi, c'est vrai. Voilà. On va garder ça peut-être. Hein. On va essayer déjà de se caler sur notre œuvre individuelle parce que c'est sans compter que chacun a son œuvre. Hein. C'est pas à dire nous on va vous proposer ça, vous allez proposer ça. C'est votre œuvre, Oui. votre œuvre de vie, votre choix et votre orientation. Et chacun a des milliards d'outils intérieurs pour œuvrer par des petites choses. Hein. On n'est pas obligé d'être un artiste, passer à la télé ou à la radio ou dans les magazines pour créer quelque chose. En fait, prendre conscience de tout ce qu'on crée tous les jours. Écrire, c'est pas que chanter, c'est pas que Non. écrire, c'est pas que dessiner. Passer ni l'aspirateur, ça peut être un moment de création. Absolument. Faire le café. Faire le café, c'est une création. Voilà. Faire un gâteau. Bon, c'est très nourriture. Hein. On est passé un petit peu de Parler dans un micro. Parler dans un micro. Dis bonjour au micro. Et William, tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois que tout a été dit. Que dire de plus là-dessus? Eh bien, œuvrons. Bisous. Œuvrons tous ensemble. Eh bien, merci à tous les trois de ce Merci. débriefing, de ces questions philosophiques. Encore une fois, on n'a rien posé de certifiant, mais juste des réflexions philosophiques, pédagogiques, et tous les mots qui finissent en hic, Comme l'amique. comme la mique. J'en avais un autre, je le dirai pas. C'était dans la bonne humeur. Fenêtre sur Soi. J'en oublie les prénoms, mais c'est pas grave. Un grand merci à Magali, à Marie-Émilie, à William I.
C'était Daniel pour Fenêtre sur Soi. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite. Bisous. Bisous. Bisous, bisous.